relire la fiche de cours donc, sur la sélectivité en chimie organique et l'apport de la chimie donc, au respect de l'environnement. Donc, première partie donc, sur la sélectivité en chimie organique. Donc, les composés polyfonctionnels. Un composé polyfonctionnel est un composé qui présente plusieurs groupes caractéristiques différents. Donc, des exemples, les acides aminés, donc, qui présentent un groupe amine et un groupe carboxyle. Le para-aminophénol, par exemple, qui est un réactif utilisé donc, pendant la réaction du paracétamol, donc qui présente ici par exemple donc, un groupe hydroxyle et un groupe amine. Donc ça, ce sont des composés polyfonctionnels. Alors ensuite, on définit ce que c'est qu'un réactif chimiosélectif. Donc lors d'une synthèse, les réactifs sont souvent polyfonctionnels. Plusieurs fonctions sont alors susceptibles de réagir dans les conditions de l'expérience. De nombreuses précautions donc, doivent être prises si on ne veut pas faire réagir donc si on veut faire réagir un seul groupe d'atomes caractéristiques. Les réactifs doivent alors présenter donc ce qu'on appelle un caractère sélectif. Un réactif est dit chimiosélectif si, dans les conditions données, il ne transforme qu'un seul groupe caractéristique de la molécule polyfonctionnelle avec laquelle il agit. Un exemple que nous avons vu donc dans l'activité. Donc lors de la synthèse du paracétamol, le groupe amine réagit très majoritairement sur l'anhydride acétique. On dit alors que la réaction est sélective et que l'anhydride d'acide donc, est un réactif chimiosélectif. Donc vous avez ici l'anhydride acétique ou l'anhydride éthanoïque qui réagit avec le paracétamol. Vous avez ici donc un site donc, qui est un site a priori ici accepteur de doublet. Vous avez ici, a priori, dans la molécule de para-aminophénol, qui est polyfonctionnel, deux sites donneurs de doublets. Le site donc, sur le doublet non liant de l'oxygène ici et le doublet non liant de l'azote, qui peuvent donc potentiellement attaquer donc, ce site accepteur de doublet. Dans la réaction, quand on fait la réaction en chimie, on s'aperçoit qu'en fait, cette réaction-là plus cette réaction-là ne donne que le paracétamol, donc le paracétamol avec cette formule-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien le site donneur de doublet, donc le doublet de l'azote, qui a donc attaqué ici donc l'anhydride, et pas le doublet non liant de l'oxygène. Il n'y a pas de pourcentage 50-50, c'est totalement ici, donc ce site-là qui a attaqué sans aucune précaution. Donc on forme ici donc l'amide et ici donc l'acide carboxylique. Donc dans ce cas-là, on dit que l'anhydride acétique ou l'anhydride éthanoïque est un réactif chimiosélectif puisqu'il avait plusieurs sites avec lesquels il pouvait interagir et il a réagi à 100% avec un seul de ces deux sites. Donc c'est pour ça qu'on dit que la molécule ici, elle est chimiosélective. Donc ensuite, protection de fonction. Lorsque c'est pas possible ça. Donc lorsqu'il n'est pas possible de mettre en œuvre une réaction sélective donc pour faire réagir une seule des fonctions d'un composé polyfonctionnel. Il faut protéger toutes les autres fonctions. Et une fois donc la réaction terminée, une déprotection du groupe est effectuée. Donc un groupe protecteur donc, est un groupe caractéristique volontairement créé dans la molécule d'un composé polyfonctionnel afin de bloquer la réactivité de l'une de ses fonctions. Cette fonction est donc temporairement transformée en une autre solution et donc ce groupe protecteur doit réagir de manière sélective avec la fonction à protéger et que ça, être stable lors des réactions suivantes et pouvoir être enlevé facilement et de manière sélective sans gêner tout le reste une fois la réaction effectuée. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions. Alors quelques exemples dans la chimie donc organique. Donc la réduction par LiALH4 du produit A et donc là par exemple pour poser le problème, on a cette formule là qui est le réactif et on veut celui-là, le produit souhaité. Si on prend donc le réactif et qu'on le fait réagir avec LiALH4, donc on réduit ici donc la double liaison, donc l'acétone, et on réduit ici donc la fonction ester. On réduit les deux puisqu'on a formé ici deux groupes hydroxyles. Donc le LiH4 a réagi avec ce groupe et ce groupe-là. Donc cette molécule-là est bien polyfonctionnelle. La fait réagir avec un autre réactif. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que cette réaction-là, le réactif là n'est pas chimiosélectif puisqu'il réagit avec les deux groupes du réactif polyfonctionnel. Donc là, LiALH4 dans ce cas-là n'est pas chimiosélectif. Si on remplace le réactif donc LiALH4 par NaBH4, vous voyez, donc on remplace une formule très semblable. Donc on voit dans ce cas-là que on a gardé intacte la fonction ester
Par contre, on a réduit donc la fonction cétone en une fonction hydroxyle. Donc là, NaBH4 est un réactif chimiosélectif puisque parmi les deux fonctions ici présentes, il n'a réagi majoritairement qu'avec une seule qui est l'acétone, puisqu'il a transformé l'acétone ici en groupe OH, mais il n'a pas touché à la fonction ester. Donc lui est un réactif qui est ici non chimiosélectif, et lui il est chimiosélectif. Sauf que nous, notre problème, c'est que pour passer de cette formule-là à celle-là, ben, je ne veux pas transformer la fonction cétone, je veux la conserver, et je veux justement transformer la fonction ester. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne va pas se servir de NaBH4. Donc on est obligé de se servir de LiALH4, sauf que si LiALH4 réduit bien la fonction ester, il réduit aussi la fonction cétone, donc on va devoir la protéger. Et donc c'est pour ça qu'il y a une première étape. Donc cette première étape, c'est l'étape de protection. Donc c'est la réaction donc, avec ce dialcool en milieu acide. Et ben on forme dans ce cas-là ce qu'on appelle un groupe acétal. Donc regardez bien, cette fonction cétone s'est transformée en un groupe acétal. Ensuite, cette molécule-là que l'on vient d'obtenir, on la fait réagir avec LiALH4. Et LiALH4, il se trouve qu'il ne réagit pas avec le groupe acétal. Donc il réduit que ce qu'il peut réduire, c'est-à-dire ici la fonction ester. Donc on garde le groupe acétal, donc la fonction qui a été protégée ici. On réduit, donc là on fait vraiment la réaction qu'on voulait, mais ça c'est pas le composé qu'on voulait, nous on voulait celui-là où il y avait la fonction cétone, et bien ensuite on fait une hydrolyse avec de l'eau en milieu acide, et donc ça c'est ce qu'on appelle la fonction de l'étape de déprotection. On déprotège la fonction cétone et on la obtient à la fin. Donc en fait la protection c'est bien une réaction chimique, puisque là on a transformé cette fonction cétone en un autre groupe, donc un groupe acétal, mais le groupe acétal ne réagissant pas avec LiALH4, il est entre guillemets, si vous voulez, neutre vis-à-vis de lui. LiALH4 réduit donc la fonction ester, et ensuite il faut bien entendu déprotéger, donc c'est-à-dire faire une nouvelle réaction, donc avec le groupe acétal pour reformer la fonction cétone. Donc c'est pour ça que ici dans les conditions, on a dit qu'il fallait qu'il réagisse de manière sélective avec la fonction à protéger, être stable lors des réactions suivantes. Effectivement, il faut que dans cette équation-là, ce groupe acétal ne réagisse pas avec LiALH4, pouvoir être enlevé facilement de manière sélective, oui, parce qu'il faut que, ensuite, quand on hydrolyse avec de l'eau en milieu H+, ben, il faut qu'il n'y ait que la fonction acétale qui réagisse et pas la fonction hydroxyle. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, donc qui est la synthèse, donc la synthèse des peptides. Donc vous avez donc les acides aminés, donc on a vu qu'ils étaient composés d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction donc d'un groupe carboxyle, donc d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction amine. Donc ce sont des composés qui sont polyfonctionnels. Lors de la synthèse des dipeptides, le et gly, donc la leucine et la glycine, plusieurs dipeptides sont obtenus, comme on l'a vu dans l'activité, si aucune précaution n'est prise. Donc on peut avoir la le, la gli-gli, la gli-le et enfin la le-gli. Donc gli pour glycine et le pour leucine. Donc si on veut obtenir le dipeptide leucine-glycine, on va être obligé de protéger donc certaines fonctions. Donc dans ce cas, la stratégie de synthèse nécessite donc de protéger des fonctions pour les déprotéger à la fin, et enfin d'activer certaines fonctions pour les transformer en des fonctions plus réactives. Donc ça peut être aussi un autre moyen. Donc activer une fonction, ça veut dire que si deux fonctions sont relativement semblables, on active une fonction pour la rendre beaucoup plus réactive. Et si elle est beaucoup plus réactive, elle va réagir très facilement avec le réactif souhaité et surtout avec un gain de temps assez énorme. Donc par exemple ici, si on veut former donc ici, donc là, le dipeptide ici, donc ça veut dire que dans le dipeptide, il faut qu'on fasse réagir donc la fonction, donc ici, la fonction acide carboxylique, donc ici de la leucine, avec ici donc la fonction amine de la glycine. Donc on voit bien le problème. Le problème c'est que au départ, on a deux fonctions carboxyle et deux fonctions amine. Donc c'est là le problème. D'où les quatre possibilités si on prend aucune précaution. Donc dans ce cas-là, il faut bloquer la fonction amine de la leucine. Donc par une réaction chimique adéquate. Si on bloque cette réaction-là, c'est pour ça qu'ici il y a un petit cadenas. Donc ça, effectivement, ça se fait avec une réaction chimique. Donc ça veut dire qu'on cadenasse en fait cette fonction. Ensuite ici, on va cadenasser et bloquer donc la fonction acide carboxylique de la glycine. Et donc il ne reste plus que en réaction possible la réaction entre le groupe donc carboxyle ici CO C double liaison OOH et la fonction amine.
Donc ceux-là, on les laisse réagir librement. Donc ensuite, on obtient donc la molécule donc avec la bonne liaison dipeptidique. Mais ensuite, on a des molécules qui sont donc ici protégées, donc ça veut dire qu'il faut qu'on les déprotège ou qu'on les débloque. Et donc le déblocage, on reprend, donc comme on a vu dans l'activité, les bonnes réactions pour pouvoir transformer donc ce groupe NH2 bloqué et ce groupe carboxyle bloqué et faire réapparaître le groupe donc amine débloqué et le groupe carboxyle débloqué. Donc ça, c'est un schéma de synthèse. Donc qui peut prendre, qui permet de comprendre en gros ce qu'on va faire. Alors après, encore une fois, je insiste, ces étapes de blocage, déblocage se font avec des réactions chimiques, donc dans des conditions opératoires bien particulières. Ensuite, l'apport donc de la chimie au respect de l'environnement. Donc le développement durable donc, est une synthèse donc, entre l'économie, donc produire, le social répartir et l'environnement préserver. Donc la chimie durable s'inscrit dans une logique de développement durable. La mise en œuvre industrielle donc veille à l'équilibre social, environnemental et économique, donc en économisant et en partageant les ressources de manière équitable, en utilisant les technologies qui polluent moins et qui consomment moins d'énergie, en développant des procédés suffisamment efficaces et rentables. La chimie verte, donc elle a pour but donc de limiter l'impact négatif de la chimie donc sur l'environnement et l'homme. Donc elle se propose d'agir sur 5 domaines: les matières premières, les solvants, l'énergie, les déchets et le produit fini. Donc vous avez ici donc les 12 principes, donc je ne vais pas les relire tous, vous avez tous la fiche de cours pour les relire. Donc ces 12 principes qui ont été donnés donc pour ce qu'on appelle la chimie verte. Donc la chimie du végétal et la chimie douce donc, sont des parties très importantes de la chimie verte. La première s'oriente vers l'utilisation de matières premières végétales, la seconde a pour ambition de synthétiser donc, des matériaux en s'inspirant du vivant et en mettant en jeu des conditions opératoires plus douces avec des températures modérées, des pressions atmosphériques et des catalyseurs. Ensuite, on peut valoriser le dioxyde de carbone. Donc, dans les années à venir, donc, la chimie va devoir relever de nombreux défis comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc le méthane, le dioxyde de carbone, l'oxyde d'azote, NO2, etc. Pour empêcher donc, ce dioxyde de carbone de s'échapper dans l'atmosphère, les méthodes suivantes sont à l'étude. Séquestration souterraine dans des gisements épuisés donc, de pétrole et de gaz. Captation donc, par des organismes photosynthétiques comme les algues afin de produire des biocarburants. Donc là, ça serait joindre en fait l'utile à l'agréable, c'est-à-dire produire des biocarburants à l'aide de cet excès de dioxyde de carbone. Donc ensuite, le biocarburant générerait encore du dioxyde de carbone, mais bon, c'est déjà, on retraite une partie du dioxyde de carbone émis. Donc le dioxyde de carbone peut également être valorisé lorsqu'il est utilisé comme donc, ce qu'on appelle un solvant supercritique ou lorsqu'il est utilisé en synthèse organique comme réactif. Donc toutes les réactions chimiques qu'il utilise en tant que réactif sont à mettre sont à utiliser puisqu'elles vont consommer donc cet excès formé donc par l'activité humaine et de dioxyde de carbone. Donc voilà, donc nous venons de relire donc cette fiche de cours sur donc la sélectivité en chimie organique et la chimie verte et l'apport à l'environnement. Voilà.